Bonjour, je travaille un petit peu sur l'architecture depuis quelques années, je vais arrêter, pas de travailler, mais d'être payé pour travailler. Et alors, l'arboretum de la petite Loiterie, c'est assez intéressant parce que, en fait, on a une espèce de forêt, je dis une espèce, parce que ce n'est pas une forêt, une vraie forêt avec la régénération naturelle, etc., qui passe tout le temps. Mais on a des notions de plusieurs strates. Et donc ça nous permet quand même de faire pas mal d'observations. Et qui s'intéresse à l'architecture s'intéresse à l'édification des plantes, comment elles se construisent au cours du temps. Et Jacques l'a signalé, il y a un certain nombre d'arbres qui ne sont pas touchés. Donc ça, c'est quand même intéressant et d'avoir une grande diversité d'espèces. Alors, je vais commencer par les arbres, parce que c'est quand même pas mal. C'est ça qui structure, en tous les cas, toute zone forestière ou zone, en tous les cas, qui se déploie autour, mais pas que dans cette région. Et donc l'édification de l'arbre, elle passe par le tronc. En tous les cas, c'est une manière, en tous les cas, de définir l'arbre. C'est une plante qui est avec un seul axe, qui va plutôt faire une progression. Alors, il ne faut pas que je fasse de cours, mais qui va vers le haut, progression verticale. Ça, c'est l'essentiel de ce que doit faire, ce que sait faire, ce que veut faire un arbre. Alors, le plus simple, c'est d'avoir une tige, et puis qui va vers le haut, doucement, tranquillement, au gré des aléas climatiques aussi. On peut avoir des petits soucis, avoir des croissances, des allongements plus ou moins développés. Et donc, finalement, c'est une ligne droite. Et c'est ce qu'on apprécie bien, par exemple, chez beaucoup de conifères. Il n'y a pas de détour pour aller au sommet. Donc, la construction d'un tronc d'arbre, ça peut être un peu moins facile et évident. On peut être moins, entre guillemets, direct dans la manière de construire le tronc. N'empêche qu'il y a plein de modalités de construction qui réussissent, puisque vous ne faites pas la différence quand vous regardez un arbre. Au final, vous regardez le tronc, plutôt une grosse partie, avec un diamètre important. Mais on peut réaliser ça avec des morceaux de tige, alors qui ne vont pas bien droit. On se dit, il a un petit souci. Non, c'est son mode de construction, d'être plus ou moins à plat. On peut y avoir de l'empilement. Là, on a quelque chose qui est léger dans l'affaissement, comme ça. Mais on peut avoir des choses beaucoup plus empilées, beaucoup plus... on se dirait que l'arbre ne veut pas aller vers le haut, mais pourtant ça se construit par les petits morceaux qui sont verticaux. Et tout ça, c'est le grossissement en épaisseur qui va construire le tronc à terme. Puis il y en a qui ont le problème des fourches, on va y revenir juste après, et qui présentent tout le temps des fourches. Alors, les fourches, c'est vu comme un défaut. Parce qu'on a tendance à assimiler ça, oui, l'arbre, il ne va pas vers le haut, il hésite. D'accord, mais c'est son mode de construction. Il y a une certaine indécision pour aller construire le tronc, et finalement, c'est les portions de tige qui sont le mieux placées dans l'espace qui vont être favorisées, avoir une meilleure photosynthèse, et donc avoir une capacité à grossir en épaisseur. Et donc, petit à petit, le tronc se dessine au gré de la rencontre du bourgeon apical, du bourgeon en haut, qui trouve les meilleures conditions. Et donc on construit un arbre comme ça. Il y a plein d'autres modalités. Là, j'allais dire, c'est même plutôt simple. Ce qu'on voit ici en zone tempérée, on peut faire beaucoup plus compliqué avec d'autres essences plus tropicales. Alors, à une époque, pour un colloque en Belgique, on m'avait demandé de faire une présentation. J'étais plus jeune en tous les cas. Et comme j'allais m'adresser à un public de différents horizons, je me suis dit, tu ne vas pas trop parler avec des termes techniques. Et donc j'avais mis des petits mots, les forts en tête, les usurpateurs, les fourbes, etc. Et puis ça a été repris, et écrit. Ça a été repris avec des petites variations, soit par Jeanne Millet, qui est quelque part ici, voilà, qui est là-bas, par Pascal Génoyer, par Jacques Bouteau. Pascal Génoyer, il n'est pas là. Et finalement, il y a différents mots pour désigner un petit peu la même chose. Alors on s'est revus il n'y a pas très très longtemps pour justement uniformiser
et un petit peu débarrasser les zones de confusion que nos vocabulaires différents peuvent entraîner. Et donc ça nous a permis aussi de réfléchir un petit peu plus à comment présenter les modes de construction et puis à faire un petit peu du tri dans la manière de les présenter aux gens qui s'intéressent à l'arbre. Alors, ça c'est notre travail quotidien, regardez un petit peu comment ça se construit, mais il y a tout l'autre aspect, on aime bien aller voir des espèces différentes, parce que si on regarde toujours un pin, Pinus pinea, bon, ben, on ne va pas sortir grand-chose. Et donc, dans la petite loterie, il y a cet avantage qu'on fait quelques pas, alors on peut en faire beaucoup ou peu, mais on va tomber sur des essences, des espèces différentes. Et la diversité de ces espèces-là va nous donner pas mal d'enseignements. Alors, on peut revenir une deuxième fois, une troisième fois, et voir un petit peu la construction qui se met en place. Donc, ce côté diversité est très, très important. Alors, ça nous permet des comparaisons. Alors, on peut aller plus loin, mais on en parlera plutôt dans les perspectives, mais il y a un aspect évolutif qui peut être intéressant à attraper là-dedans, évolutif en termes de temps long, évolution des organismes végétaux. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a l'essence, type, bon, ok, on connaît bien l'espèce, et puis on a toutes les variations, qu'on appelle des cultivars, mais qui sont des mutations que la génétique et la diversité du vivant nous offrent. Alors, je vous parlais des fourches. Alors, la fourche, c'est un gros problème à la fois dans la manière de gérer l'arbre, et notamment en contexte urbain, voire en foresterie, pour dégager ce qu'on appelle un fût libre, une partie libre, pour une exploitation plus efficace. Mais c'est aussi, alors il y a des arboristes, grimpeurs, pour ceux qui grimpent dans les arbres, il y a aussi des soucis de fragilité qui sont propagés ou qui sont mis en place par la construction de l'arbre. Alors, il y avait tout un travail à faire entre ce qui est le mode de construction par fourche, et qui n'ont pas de problème de solidité, et puis des problèmes de fourche accidentelle ou de réparation au cours de la construction de l'arbre suite à des traumatismes, et qui donnent certaines fragilités. Donc, cet aspect de fourche, alors récurrente, quand ça se passe bien, ou les conséquences de gestion dans le jeune âge quand on a des plants issus de pépinières, pour ce qui est, dans beaucoup de cas pour l'arbre urbain, il y a tout un travail qui est fait dans l'arboretum aussi pour montrer un petit peu ces différentes, je vais dire, expressions de la fourchaison. Donc ça, c'est très intéressant à la fois pour les praticiens et puis pour les aspects recherche et connaissance de l'arbre. Et puis on descend un petit peu plus bas. Alors, arbuste. Alors, terme délicat, arbuste, même arbre, la définition de l'arbre, de l'arbuste. Très souvent, il y a une notion de hauteur, de dimension, en hauteur en tous les cas. Alors, ça dépend où on est. En forêt tropicale, un arbre de deuxième grandeur en zone tempérée, c'est un petit arbre, c'est un tout petit truc. Donc, bon, il y a plein de trucs relatifs. Mais disons que l'arbuste, on le met à moins de 3-4 mètres. Ça varie selon les définitions. Il peut être multitronc et on va vers le buisson avec un renouvellement plutôt à la base. Mais il peut être monoaxe, monotronc, et donc c'est un petit arbre. Donc on a toute cette gamme d'expressions et de diversité dans l'arboretum. Ça c'est très très intéressant. Et donc on peut travailler sur les modalités d'édification, non plus des arbres, mais des arbustes. Donc soit des petits arbres, soit des choses multitroncs, avec des modalités de réalisation qui ne sont pas les mêmes, mais qui ont des pendants. Par exemple, je vous parlais de l'empilement, empiler des axes, ça peut construire un arbre, ou ça peut construire des petits arbres, des arbustes, voire des buissons, voire des plantes grimpantes. On les a pas abordés là, mais c'est quelque chose qu'on se regarde. Donc, l'étude des arbustes, ici, c'est un super support pour le groupe qui s'appelle les arbusticulteurs, qui est très dynamique. Pierre Rimbaud, qui malheureusement est décédé, mais qui avait beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Et actuellement, c'est Pascal Prieur qui développe énormément ce travail sur les arbustes. Et Jacques, il participe très très activement. Et moi, depuis quelques années, voilà, je suis sollicité sur cet aspect-là qui me plaît bien. Et donc, ça me permet de voir des plantes un peu moins hautes et ça me fait moins mal au cervical. Donc,
pour aller un petit peu plus loin, mais juste une esquisse, hein, les modalités de construction et modalités d'occupation de l'espace, par ces plantes un peu plus petites, sont très diversifiées. Et là, encore une fois, on bénéficie de la diversité qui est plantée. Alors, pas diversité de genre, etc., mais à l'intérieur de même genre, on a plein d'espèces qui sont côte à côte, et donc on peut les comparer visuellement, et puis après structurellement, par une analyse, et donc ça c'est indispensable pour pouvoir le faire. Je prends toujours comme exemple la serre de Rochefort, la serre des bégonias. Si vous ne connaissez pas, allez-y, vous faites un tour de la planète, et vous avez toutes les régions du monde avec les bégonias, et leurs modalités de floraison et d'expression de l'appareil végétatif, et des formes foliaires. Et là, alors l'arboretum de la petite Loiterie, c'est la même chose, mais voilà, c'est pas que les bégonias, mais c'est une diversité encore plus grande. Et donc je vais laisser la parole à Jacques, sinon je continue. Oui, quelques mots sur les tailles. En fait, Yves a évoqué Pierre Rimbaud. Pierre Rimbaud a été un des premiers chercheurs à travailler à la fois sur l'arbre et sur l'arbuste, et il avait développé tout un travail dans le cadre du CNFPT pour transmettre les aspects d'une meilleure connaissance des arbustes par rapport à la taille. Il se trouve que je connaissais Pierre depuis un moment, et Hervé Bichon. Hervé Bichon, il devait être ici. Moi, je l'avais eu comme enseignant à Fondette. Il était à ce moment-là enseignant au lycée de l'Homme à côté de Lille. Et en fait, je connaissais leur sensibilité aux arbustes à tous les deux, et je les ai invités en 99 ici pour qu'on puisse discuter On en avait marre de voir les arbustes taillés en patates. C'est dur parce que ça fait longtemps et on en a encore marre, c'est pas réglé. Mais c'est dur de régler les problèmes pour les arbres et aussi pour les arbustes. Et donc, en tout cas, il a été décidé de mettre en place un réseau, des expérimentations, pas un réseau, à l'homme, porté par Hervé, sur une quinzaine d'espèces, de taxons d'arbustes qui représentaient les différentes modalités de construction de tronc de construction de la plante, pas du tronc pour les arbustes, et de floraison. Et donc, il y a un premier site qui a été planté en 2000 par Hervé, et René Reboul, qui était à Romans-sur-Isère dans la Drôme, a installé un essai similaire avec une partie des mêmes espèces et quelques autres espèces donc en 2002, et Patrice Dubois, que j'ai cité tout à l'heure, qui est là, en a mis en place en 2003. Et on avait le projet de suivre ces essais pendant une dizaine d'années en comparant différentes modalités de taille avec des témoins. Enfin, je passe rapidement sur le sujet. Et ça a été la naissance du réseau des arbusticulteurs. Et ce réseau, en fait, s'est structuré en association. Et là, c'est un petit coucou à Plantécité, puisque Plantécité se mettait en place un peu dans les mêmes moments. Et en fait, nous a proposé si on avait une existence un peu formelle, de co-encadrer des étudiants pour exploiter nos données. Donc les arbusticulteurs, c'est devenu une association en 2007. Voilà. Et alors, l'idée, c'était dans les essais d'avoir des répétitions pour faire un traitement statistique sur un petit nombre d'espèces. Et l'idée pour ici, de la petite Loiterie, c'était non pas de faire des répétitions, mais d'essayer sur un maximum de taxons, d'avoir plusieurs individus avec toujours un témoin non taillé et d'autres modalités. On a ici, sur de l'hibiscus et la variété Pink Giant, le témoin qui n'est pas taillé à part des branches qui traînent trop par terre pour pouvoir aller désherber, un qui est taillé sur prolongement et conduit en pyramide, et un qui est taillé en taille sur relais pour le maintenir dans un volume plus restreint. Donc on a dans les premiers arbustes plantés dans les années 2000, il y a certains qui subissent ces tailles différenciées depuis ce moment-là. Et il y en a qui sont présentés sur les affiches dehors. Et alors, avec une observation que moi, personnellement, je trouve intéressante sur le vitex, le gâtillier. Et vous avez, alors la photo n'est pas très explicite, mais vous les verrez cet après-midi, pas en fleurs. Là, ça, c'est celui qui est taillé sur prolongement, celui qui est taillé sur relais pour le maintenir, et celui qui est en forme libre. Et quand on regarde les inflorescences, on peut comparer les dimensions, inflorescence de celui qui est en forme libre, de celui qui est taillé sur relais, donc on est nettement plus gros, et on est beaucoup plus gros quand on a une taille sur prolongement. Donc sur ces végétaux qui fleurissent, les fleurs elles-mêmes sont identiques en dimension, quelle que soit la modalité, mais les inflorescences terminales bougent beaucoup. Et ça, on le retrouve sur de la Gerstroemia, sur du Buddleia, sur d'autres essences.
Et ça, c'est une autre essence sur lequel il y a eu un suivi vraiment important depuis le début, c'est les Mahonia hybrides, et le Charity et Winterson, avec ici un exemplaire qui est, ça c'est avant la taille de maintien de volume, c'est une forme contenue, et après. L'idée c'est de toujours tailler à l'aisselle d'une ramification. On voit le groupe qui est ici. Et il y a une modalité de recépage périodique aussi.